Clausewitz pour gagner la paix. Nous avions abordé dans une précédente séance Sun Tzu, et dans la conclusion de celle-ci, nous abordions un auteur mystérieux qui est Clausewitz. Certes, ces deux auteurs sont souvent associés, souvent mis en opposition, il n'en demeure pas moins les deux grands penseurs dans le domaine de la stratégie. Aujourd'hui, le nom de Clausewitz est souvent associé à quelque chose ou à un théoricien un peu désuet, du fait des évolutions sociétales, sociales, technologiques. C'est aussi associé à un penseur dangereux qui nous amène à une systématisation de la guerre absolue. Mais aujourd'hui, il est nécessaire de revenir, comme pour Sun Tzu, sur cet auteur à travers sa pensée et les textes. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va essayer, Fabrice, aujourd'hui de mesurer l'influence qu'a Clausewitz sur la pensée contemporaine. Quels ont été ses développements, ses dévoiements, et qui est-il aujourd'hui finalement ? Écrire un livre qu'on n'oublierait pas au bout de 2 ou 3 ans et que quiconque s'intéresse au sujet pourrait reprendre en main à plusieurs reprises. Tel est l'objectif de Clausewitz. Clausewitz, dont son biographe Bruno Colson s'empressera de dire qu'il est convaincu qu'il a quelque chose d'important à dire et qu'il veut créer une œuvre qui laissera son nom à la postérité. Bruno Colson qui s'empresse de préciser dès le 4e de couverture que Clausewitz appartient à cette catégorie d'illustres inconnus dont la qualité de l'œuvre a caché l'existence. Si vous me permettez cette formule un peu paradoxale d'emblée, on va faire une synthèse. On se rend bien compte là qu'on a affaire à quelque chose d'assez singulier et on peut s'empresser de dire que Vom Kriege de la guerre, un ouvrage de 900 pages aux éditions Lebovici, qui a été publié à titre posthume en 1832, réussit justement à être un ouvrage qu'on n'oublie pas, à être un ouvrage qui apporte toujours quelque chose, et à être un ouvrage qui a caché son auteur. Et je m'empresse d'emblée de dire que ça va être un vrai sujet dans le cadre de notre séance, parce que justement, on va avoir l'opportunité de mettre en évidence qu'il ne va pas être possible de comprendre l'œuvre sans en connaître l'auteur. Vous me permettrez peut-être, Olivier, pour prolonger cette présentation, que d'attirer l'attention de nos auditeurs en faisant remarquer que ceux qui se sont servis de sa pensée par la suite sont très nombreux. Certes, on pouvait s'attendre spontanément à retrouver Helmut von Moltke, qui a été un maréchal prussien, qui a d'ailleurs été élève entre 1823 et 1826 à la Kriegsakademie de Berlin, dirigée par Karl von Clausewitz. Il est peut-être un peu plus surprenant, on peut rajouter d'ailleurs que ce personnage, Moltke l'Ancien, j'insiste parce qu'en plus, il y en aura un second, et celui qui a remporté les victoires contre l'Autriche en 1866 et contre la France en 1870 et 1871. Donc on peut déjà percevoir quelle aurait pu être l'influence de la pensée Clausewitz et dans des logiques militaires et dans des logiques politiques. Il est peut-être plus étonnant de retrouver le général Giap qui a commandé les forces vietnamiennes contre les Français d'abord, puis contre les États-Unis ensuite, disant qu'il a lu l'ouvrage. Il est encore plus surprenant de voir que Lénine le cite, de voir que Mao Tse-tung le cite de manière fréquente dans ses écrits militaires. Que dire si on imagine qu'on en a retrouvé un exemplaire en anglais souligné dans une des caches secrètes d'Al-Qaïda en Afghanistan, ou que les Américains, encore peut-être de façon plus surprenante, en ont systématisé la lecture à West Point, et que d'ailleurs, le Pentagone lui-même, en 2015, en a fait des conférences. Là, je pense qu'on mesure mieux quand même, tout d'un coup, l'étendue d'une pensée telle qu'elle a l'air d'influencer énormément de monde, tout pays confondu, et toute sensibilité confondue. Et évidemment là, dans le cadre de cette présentation, on ne peut pas s'empêcher que d'avoir immédiatement en écho cette phrase qui est tellement connue, répétée, ressassée, qui dépasse de loin la simple, domaine ou sphère militaire pour être dans la sphère politique, dont la formule vulgarisée est « la guerre est la continuité de la politique par d'autres moyens », phrase dont la résonance est évidemment terrible, parce qu'elle laisse à penser, quand on l'écoute mal ou quand on la traduit mal, je m'empresse de le dire, qu'évidemment non seulement elle valide la guerre, elle entérine la guerre, elle encourage la guerre et elle ferait presque de la guerre le but ultime de la vie. Peut-être s'agirait-il d'ailleurs de revenir à une traduction plus conforme de la pensée de Clausewitz telle qu'on peut le retrouver dans 2 courriers qu'il a écrits en 1807 auprès d'un général allemand qui s'appelle von Roeder, parce que dans cette traduction que Bruno Colson met dans sa biographie, ouvrage précité à la page 348, en réalité, on a plutôt une citation qui dit que la guerre n'est pas un phénomène indépendant,
mais la continuation de la politique par des moyens différents. Et si on fait bien attention, il y a des nuances très très importantes qu'on va pouvoir mettre en place. Car sinon, évidemment, surtout à la grille de la lecture postérieure de l'histoire, on pourrait tenter de considérer que Sun Tzu est le renard qui permet de remporter les victoires sans avoir fait la guerre, que Clausewitz est le lion qui, lui, par contre, engendrerait et systématiserait la guerre, que Sun Tzu gagne sans avoir à rentrer dans le conflit, alors que Clausewitz rentre dans le conflit sans jamais pouvoir remporter la victoire. Je pense que tout le monde aura été attentif au fait que le conditionnel ici est très important. Alors j'ai remarqué beaucoup d'éléments clés. Vous avez parlé d'un illustre inconnu en vous fondant sur Bruno Colson, pardon. Il y a aussi l'élément prussien, tous ces éléments qui vont construire la personnalité de Clausewitz et aussi sa pensée. Il faut le remettre dans un environnement et à une période historique donnée. Alors, Clausewitz est prussien. Et là déjà, on a affaire à quelque chose de très particulier pour plusieurs raisons. La première raison, comme le fait remarquer Christopher Clark à la page 11 de son introduction dans son ouvrage « Histoire de la Prusse 1600-1947 », je trouve d'ailleurs que l'intitulé britannique, si vous le voulez bien, nous met déjà sur le chemin « The Iron Kingdom ». Parce que si c'est un état de fer, on sent déjà là qu'on doit avoir à faire à quelque chose de particulier. Et d'ailleurs, on en a plusieurs éléments qui nous le montrent. Parce que, justement, à cette page 11, et puis après on viendra à cette page 12, Christopher Clark nous fait remarquer que depuis février 1947, avec la commission interalliée qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, la Prusse est un État qui a disparu. Et il prolonge même son raisonnement en faisant remarquer que parmi les grandes puissances du XVIIIe et du XIXe siècle, la Prusse est même le seul État qui a disparu. Donc là, ça laisserait à penser qu'on a affaire à quelque chose déjà de particulier. Et de fait, pourquoi cette loi de 1947, telle qu'elle a été mise en place par les Alliés, a interdit la Prusse? Car c'est carrément une loi qui est promulguée pour interdire, s'il vous plaît, le gouvernement de Prusse et toutes ses instances. C'est parce que la Prusse est perçue comme le terreau du militarisme allemand. La Prusse est perçue comme une voie spéciale, de Sonderweg, qui fait sujet encore de polémiques extraordinaires au sein des historiens allemands. En fait, pour bien comprendre, la Prusse aurait irrigué une voie spécifique qui l'aurait totalement écarté des voies classiques des évolutions des sociétés européennes, qui se seraient détachées au fur et à mesure des monarchies classiques, des systèmes anciens, qui seraient rentrés au fur et à mesure dans le libéralisme et la démocratie, et qui, au contraire, auraient plutôt amené l'Allemagne à emprunter une voie singulière, pétrie d'autorité, de dimension militaire. Et d'ailleurs, quand on entend ça, Christopher Clark de poursuivre sa pensée, notamment sur la page 12 qu'on vient d'évoquer, en disant qu'en 2000, quand un élu social-démocrate relativement discret, qui a dû sa renommée au bruit que sa proposition va faire par la suite, va proposer que l'État de Brandebourg change de nom pour en faciliter l'appréhension et qu'il faut le dénommer à nouveau État de Prusse, il va y avoir une polémique qui va se soulever en Allemagne avec des écrits qui vont se succéder les uns aux autres et tout un article dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung dans lequel le titre résume tout, la Prusse nous empoisonne. Donc là, on voit bien quand même qu'on a affaire à quelque chose de très particulier parce qu'on ressent spontanément qu'un tel État, en fait, c'est plus qu'une nationalité, c'est un état d'esprit. Et que cet état d'esprit va être indispensable à cerner pour pouvoir mieux appréhender la pensée de Clausewitz. Là aussi, la pensée de Mirabeau, décrite en 1788, nous vient spontanément à l'esprit. La Prusse n'est pas un État qui dispose d'une armée, c'est une armée qui dispose d'une nation. Pour être totalement clair, on perçoit bien là que l'ombre portée du nazisme a posteriori, et que donc, évidemment, on peut être très souvent empreint d'une certaine méfiance face à l'approche de Clausewitz, voire même d'un sentiment d'opprobre. C'est-à-dire qu'en fait, cet esprit prussien infuserait dans la pensée de Clausewitz et on devrait du coup raison garder face à ce penseur et à ses écrits. Est-ce qu'il y a d'autres formes de critiques qui ont été adressées à cet auteur? Oui, il y a 4 atténuations, je préfère les appeler ainsi si vous me permettez, qui consisteraient à
nous souligner le fait qu'il faudrait peut-être rester en distance. 4 atténuations dont moi je vais m'empresser de dire qu'il va falloir lever les hypothèques si vous sentez déjà là où je vais vous nous emmener. Et je vais les reprendre les unes après les autres. Alors d'abord, évidemment, quand on connaît les perspectives historiques de l'Allemagne qui vont suivre, certains vont faire remarquer que Clausewitz était une étape préalable, une sorte de préliminaire à tout ce qu'allait être l'histoire militaire de l'Allemagne par la suite. Et alors, en plus, on va dire que sa pensée à travers la phase qu'on a énoncée, et sur laquelle il va falloir revenir, va effectivement nous amener dans une démarche où on va systématiser la guerre et on va développer des guerres de plus en plus intenses, de plus en plus absolues, de plus en plus totales, où on finirait par aboutir à la pensée du général Heinrich Ludendorff, qui a fait partie des 2 grands maréchaux qui ont commandé dans le grand état-major l'armée impériale allemande dans la guerre de 14-18, mais dont il faut rappeler, parce que là on va sentir justement toute l'opprobre qui est en train de se mettre, qu'il a accompagné Adolf Hitler dans le putsch de Munich en novembre 1923. Donc là on commence déjà à voir les ramifications telles qu'elles pourraient être évidemment dangereuses, et qu'en plus Heinrich Ludendorff va donc écrire un livre qui s'appelle « La guerre totale », et dans lequel il dit qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique et qu'il faut absolument privilégier toutes les forces de l'État et de la nation, même en temps de paix, pour préparer la guerre. Ceci étant, je m'empressais de préciser immédiatement qu'on est déjà sur un contresens. D'abord parce que le maréchal Ludendorff, quand on lit bien son ouvrage, encore faut-il les lire, ces ouvrages, s'empresse de dire qu'il prétend dépasser l'œuvre de Clausewitz, je serais tenté de dire le malheureux, et en plus, il s'empresse de dire quelque chose de très très important, c'est-à-dire que c'est le militaire qui doit contingenter la politique, et non pas la politique qui doit conduire le militaire. Et là, si on regarde bien ce qu'on est en train de dire, et on aura l'opportunité d'y revenir, j'imagine, dans la déclinaison de notre séance, c'est totalement une proposition inverse à celle que Clausewitz a faite, et on sent bien d'ailleurs là que c'est peut-être les officiers de l'état-major allemand de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle qui sont ceux, paradoxalement, qui ont le plus mal compris sa pensée. Après, il y a une deuxième atténuation qui en est faite, qu'on pourrait qualifier comme étant une atténuation issue de la modernité. Parce qu'évidemment, le livre, avec son titre, de la guerre, avec sa citation, avec son propos, pourrait laisser à penser quand même que son objet premier, voire unique, c'est justement le fait de faire la guerre. Et là, on pourrait remarquer que si en plus on est amené à la systématiser, à l'époque de l'atome et de l'arme nucléaire, ça devient totalement impossible, et que donc tout d'un coup, il faudrait rejeter Clausewitz. C'est exactement ce que le philosophe René Girard, interrogé par Benoît Chantre, mais comme critique, dont son livre, dont le titre est assez clair par ailleurs, achever Clausewitz, parce que là, on voit bien qu'on considère que là, c'est plus possible. Sauf que le philosophe fait remarquer lui-même que c'est pas tant la pensée de Clausewitz qui est dangereuse que l'âme humaine qui ne peut jamais s'empêcher que d'avoir à essayer d'assouvir une soif de puissance et une soif de guerre, et que donc en réalité, paradoxalement, c'est peut-être bien la pensée construite de Clausewitz qui va pouvoir la contingenter ou qui va pouvoir faire en sorte qu'on puisse éviter qu'il y ait une telle aspiration. Aspiration, si vous me permettez, dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire inspiration, mais aussi le fait que d'être aspiré par la guerre elle-même. Donc cet argument ne me paraît pas plus opportun. Alors il y aurait un 3e argument qui consisterait à dire, finalement, von Clausewitz est resté inconnu et il a fait un traité qui est très théorique parce qu'il n'a jamais été en situation que de lui-même commander des armées globales en remportant des victoires majeures et en devenant une figure emblématique telle qu'elle aurait laissé une empreinte évidente dans l'histoire. C'est un argument qui ne tient tout simplement pas quand on reprend les faits de sa vie, et là on serait amené à le faire, parce que quand on regarde la vie de Clausewitz, ce qu'on constate, c'est qu'il est rentré dans l'armée à l'âge de 13 ans, ce qu'on constate, c'est qu'il a participé aux guerres post-révolutionnaires contre la France à partir de 1792, qu'il a participé en tant que chef d'état-major de certains corps d'armée sur la campagne en Prusse, que d'ailleurs il s'est engagé volontairement auprès des Russes
en 1812 plutôt que de rester fidèle au roi de Prusse, ce qui peut d'ailleurs expliquer qu'il n'a pas eu la carrière telle que le talent que tout le monde lui a prêté, les contemporains lui ont prêté, aurait dû lui permettre. Et si vous me permettez une dernière remarque qui, à mon sens, met un point final à cette réflexion, le 6 mars 1832, excusez du peu, on lui confie le commandement de plusieurs corps d'armée et le commandement de 140 000 hommes. Donc c'est un argument tout simplement qui, pour dire de façon un peu plus triviale, ne tient pas la route. Et alors il y a un quatrième argument qui est aussi plus étonnant, car il nous vient de notre cher stratège Sir John Basil Liddell-Hart. Et celui-là est plus étonnant parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas qualifier Basil Liddell-Hart d'être germanophobe. Donc c'est d'autant plus surprenant que de le trouver plutôt parmi les critiques de Clausewitz que parmi les gens qui s'en inspirent. Et là, c'est d'autant plus étonnant qu'il est très véhément, très critique. C'est presque condescendant. Parce qu'en fait, d'après Liddell-Hart, Clausewitz aurait fait un contresens majeur. Moi, je m'empresse de dire qu'il faut faire très attention quand même. Parce qu'il aurait, même quand on s'appelle Liddell-Hart, parce qu'il aurait mal compris l'œuvre de Napoléon et qu'en réalité, il aurait substitué à l'esprit de manœuvre l'unique aspect de la concentration pure. Et chez Liddell-Hart, ce qui est très grave, au lieu, je renvoie à notre séance sur Sun Tzu, de privilégier l'approche indirecte que de rentrer dans une approche directe, systématique, avec les forces les plus importantes possibles. Et en fait, ce dont on comprend bien l'approche de Liddell-Hart, c'est que là, il reste quand même très marqué, légitimement, par les hécatombes de 14-18, les assauts sur les tranchées qui sont défendus par des armes très modernes, et que quelque part là, il n'arrive pas à s'empêcher que l'on inculque la responsabilité à Clausewitz dans cette approche. Mais on pourrait faire remarquer, d'abord que la Blitzkrieg, c'est peut-être concentrer les forces, mais c'est aussi favoriser la manœuvre pour faire en sorte que la force soit concentrée à l'endroit le plus fragile de l'adversaire, ce qui là correspondrait bien à l'esprit de Clausewitz. Et il y a un deuxième aspect qu'on pourrait faire aussi correspondre, ou faire remarquer, pardon, c'est que Clausewitz privilégie la défense. Car il y a un point sur lequel on va revenir, Clausewitz ne cherche pas à imposer une guerre, c'est un esprit assez novateur et pas fermé. Il cherche à s'adapter à la guerre qu'on va lui imposer. C'est fort différent. D'ailleurs, je me permettrai de faire peut-être une remarque en guise de transition. Enfermer Clausewitz, c'est peut-être tout simplement rendre impossible de comprendre la portée de sa pensée. Alors, vous dites que Clausewitz est du côté de la défense et vous avez été dans la défense de Clausewitz pour contrecarrer les arguments qui lui étaient opposés. Maintenant, à contrario, est-ce qu'on pourrait relever un certain type d'arguments qui montreraient l'influence et l'importance stratégique de Clausewitz? Alors déjà, on pourrait faire remarquer, eu égard à ce qu'on vient de dire, qu'eu égard au nombre de ceux qui l'ont utilisé comme de ses critiques ou de ses contempteurs, que le simple fait que de les évoquer permet tout simplement de dire qu'apparemment, il a de toute façon une aura qui est indiscutable. Alors évidemment, c'est une sorte d'argutie un peu facile sur laquelle on ne va pas s'arrêter. Mais là, oui, il y a quelque chose qui est très important à soulever, me semble-t-il, et qui va nécessiter qu'on puisse l'aborder en 3 points, que je vais m'empresser de préciser d'emblée, d'autant plus que le troisième est assez substantiel. D'abord, l'ouvrage de Clausewitz est remarquablement difficile à appréhender ou à comprendre. Ensuite, il faudra essayer de comprendre pourquoi cet ouvrage de Clausewitz est aussi difficile à comprendre. Par une figure de style, je m'empresserai de dire que la difficulté pour l'appréhender est peut-être proportionnelle aux 900 pages qui constituent son ouvrage. Je pense que ça déjà, ça veut dire quelque chose. Et donc, ça laisse à penser qu'en termes de méthode, pour pouvoir s'affranchir de cette difficulté, il va falloir trouver, comme Clausewitz d'ailleurs l'appréciait beaucoup dans l'esprit des philosophes du 19e siècle qui devrait vous plaire, Olivier, une méthode. Alors déjà, il y a 2 auteurs sur lesquels il va falloir s'appuyer pour mettre en évidence l'étendue de la portée, je dis bien l'étendue de la portée de la pensée de Clausewitz. Un auteur pour essayer plutôt de comprendre l'œuvre, et un auteur pour essayer plutôt de comprendre la vie qui va s'avérer indispensable pour interpréter l'œuvre. L'auteur pour interpréter l'œuvre, c'est Raymond Aron, qui a écrit quelque chose d'exceptionnellement magnifique
Penser la guerre, Clausewitz, en 2 tomes, s'il vous plaît. Parce que quand on regarde Raymond Aron dans son introduction, page 10, il s'empresse déjà de dire la formule sur la guerre, tant de fois mal interprétée. Alors donc déjà, il y a un signal d'alarme qui est immédiat, mais il précise d'emblée, là aussi, page 26, quiconque s'interdit de comprendre que la politique doit diriger les opérations. Quiconque assimile guerre absolue avec guerre totale, et quiconque présente la guerre absolue comme un objectif ou un but ultime en soi, n'interprète pas, mais falsifie Clausewitz. Et c'est Raymond Aron qui parle, s'il vous plaît. Donc là, on sent bien déjà qu'il va falloir quand même s'approcher de Clausewitz avec beaucoup de précautions, me semble-t-il. Mais pourquoi cela? Mais parce que l'ouvrage n'est pas achevé. Clausewitz a écrit entre 1816 et 1818. Je vous laisse apprécier déjà le fait qu'on a du mal à totalement positionner le début. Et 1830. Ça veut dire qu'on a affaire à quelque chose qui a été porté, qui a été pensé pendant pratiquement 12 à 14 ans. Et l'autre difficulté, c'est que l'ouvrage a été publié par sa femme, Marie, avec laquelle il était, ça on le sait, il a beaucoup écrit, qui était presque une muse, une confidente. Donc c'est très important à entendre. Et Marie a publié son ouvrage à titre posthume en 1832. Mais il a fallu pouvoir essayer d'y redonner un ordre. Car Clausewitz lui-même a dit, vers la fin de sa vie, dans certains de ses courriers, pour l'instant, ça n'est qu'une masse informe. Et il n'a retravaillé que les 2 premiers livres, à entendre comme grand chapitre, je vais y revenir. Donc là, on se retrouve face à quelque chose qui n'est pas achevé, qui a été écrit pendant 14 ans, dont l'ordre n'est pas définitif, qu'il a donc fallu en plus restructurer après sa mort, travail d'autant plus difficile que certains de ces papiers ne portent pas de mention manuscrite de la date auquel ils ont été écrits. Or, c'est un élément fondamental. Bien sûr, Olivier, on le sait bien tous les deux. Parce que si c'est un ouvrage qui représente une pensée sur 14 ans, il est impossible d'imaginer que la pensée n'a pas évolué, ne s'est pas affinée, ne s'est pas reconcentrée sur un certain nombre d'aspects. Donc évidemment, plus les documents sont postérieurs, je serais tenté de dire, plus ils sont proches de la pensée de Clausewitz telle qu'elle a dû se finaliser. Donc on se rend bien compte que là, on a affaire à quelque chose de très difficile. Voilà pourquoi il faut se frayer un chemin vers la pensée de Clausewitz. Et pour ça, il n'y a que 2 moyens. Connaître sa vie et connaître ses écrits. Et pour connaître sa vie et connaître ses écrits, il faut se rattacher à la biographie éponyme de Bruno Colson, Clausewitz. Là, je m'arrête un instant pour faire remarquer à nos auditeurs, c'est pas si courant dans le cadre de nos rendez-vous de la géopolitique, je crois, qu'on a affaire à une œuvre. Parce que là, c'est d'une telle qualité, dans la narration des faits, dans la précision des événements, dans la capacité à reproduire non seulement une vie, mais la pensée telle que ça a pu la nourrir au fur et à mesure, que je me permettrai de dire à M. Bruno Colson qu'il a réussi à faire une biographie qui est à la hauteur de la pensée de Clausewitz. Et si on comprend bien ce que je suis en train de dire, ça veut dire que j'encourage tous nos auditeurs, préalablement maintenant, avant de lire de la guerre, à d'abord aller voir cette biographie. Parce que là, maintenant, il y a des choses qui vont certainement être assez intéressantes. Si vous me permettez, on va commencer par essayer d'esquisser un portrait peut-être par touche. Ce qu'on regarde, c'est qu'après la guerre contre Napoléon, Clausewitz désapprouve le fait qu'on puisse transformer un collège en une caserne. Intéressant. Ce qu'on pourrait rajouter sur Clausewitz aussi, c'est que Hegel est son contemporain, mais que non seulement Hegel est son contemporain, Olivier, mais c'est son voisin. Et même si ça prête à caution le fait de savoir si la pensée de Hegel, quand même, a irrigué sa propre pensée, on sait qu'ils ont pu se côtoyer. De même qu'on sait que Clausewitz, quelle surprise pour un général prussien, a suivi des cours de philosophie à Berlin en 1825. De même, est-ce étonnant de constater qu'il a lu le courrier et les échanges entre Goethe
et Schiller, qu'il a lu les mémoires du secrétaire de Napoléon, Bourrienne, qu'il a lu Montesquieu, qu'il a lu Le Prince de Machiavel. Extraordinaire de voir dans un courrier de Clausewitz en 1807 qu'il donne raison à Voltaire, ce qui prouve qu'il a lu Voltaire, qui donne raison à Voltaire quand Voltaire dit « Frédéric II crache sur le prince de Machiavel pour mieux en dégoûter les autres. » Extraordinaire de finesse d'esprit, car il faut bien comprendre que ça sous-entend qu'en fait, Frédéric II considérait que Machiavel était un très bon écrit, et je renvoie nos auditeurs à l'émission qu'on avait faite sur Frédéric II pour comprendre la finesse d'esprit à laquelle on est en train de rattacher Clausewitz. Donc là déjà, on se rend bien compte qu'on n'est pas totalement dans l'image classique du militaire tel qu'on peut s'y attendre. Mais ça continue. Parce que quand on regarde les campagnes de Clausewitz, ce que M. Bruno Colson montre très très bien, c'est que lors de la campagne de 1812, Clausewitz est très marqué, très impressionné, voire même touché par l'importance des souffrances qui touchent la troupe, avec les morts, les blessés et la rigueur climatique, la retraite de Russie telle qu'elles vont s'imposer à Napoléon. Et on sent bien que quelque part, là, ça l'indispose et que il en souffre. Ce qui prouve bien que là, il y a une sorte de sensibilité. Et pour dire clairement les choses, finalement, l'image que Bruno Colson nous en fait, c'est une sorte d'âme, attention, bucolique, romantique, qui est attentive aux autres, qui aime se promener dans la nature. Alors là, on va de surprise en surprise, n'est-ce pas? Et qui n'aime rien tant mieux que d'apporter du plaisir aux personnes qu'il apprécie et qui sont autour de lui. Clausewitz romantique nous est confirmé par Raymond Aron, car Raymond Aron dirait qu'il est le symbole de cette génération qui arrive à conjuguer rationalisme et romantisme, et qui d'ailleurs est beaucoup plus allemande que prussienne. Allemande, au sens bien sûr de Madame de Staël, qui a écrit un roman sur de l'Allemagne, Madame de Staël qui a écrit un roman Corinne ou l'Italie, dont Clausewitz dit dans ses écrits qu'il l'a lu, et que d'ailleurs, il se ressent assez dans la sensibilité du personnage ou du héros principal, de surprise en surprise. Madame de Staël, qu'il a côtoyé pendant 2 mois, au retour de la défaite de 1806. Non, décidément, Karl von Clausewitz est bien loin de l'archétype de cet officier prussien mécanique joué par von Stroheim dans La Grande Illusion de Renoir en 1937, ou de cette phrase du maréchal Lyautey, qui même si elle ne concerne pas directement les officiers prussiens, ne laisse forcément indirectement qu'une sorte d'image qui pourrait nous rattacher à eux. Quand les talons claquent et que j'entre, je vois les cerveaux qui se ferment. A priori, ce ne sont pas des choses qu'on peut dire sur Clausewitz, n'est-ce pas? On vient d'engager le mouvement pour comprendre la pensée de Clausewitz par la partie biographique et comprendre la complexité de l'homme qui est derrière le stratège. Peut-être qu'il faut en revenir aussi au texte pour comprendre quelles sont les notions clés de Clausewitz, comprendre aussi sa philosophie générale, et on viendra naturellement à penser en géopolitique ce que signifie guerre et paix. Oui, donc là, vous m'invitez à synthétiser. Vous m'invitez à synthétiser de la guerre en 900 pages, dont on voit bien qu'il a fait l'objet de tant d'interprétations, en quelques minutes, lors de ces rendez-vous de la géopolitique. Et j'ai envie de dire, Olivier, que je vous remercie de presque de l'invitation, la proposition ou de l'invitation telle que vous êtes en train de l'adresser. Alors, déjà, redire juste une chose, c'est que de la guerre, c'est 128 chapitres, répartis en 8 livres principaux, dont les 2 premiers sont les plus importants. Et rien que les titres nous montrent bien déjà à quoi a-t-on affaire. De la nature de la guerre et de la théorie de la guerre. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, on ne va pas du tout avoir à faire un manuel qui s'enferme dans les concepts, les certitudes,
et qui conseillera à tous ses lecteurs de suivre un chemin préétabli dont on est intimement convaincu qu'ils nous amèneraient de façon systématique à la victoire. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que Clausewitz va faire remarquer que toutes ces idées qui ont été très présentes à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et là pour dire clairement les choses, c'est une attaque en règle contre un autre stratège qui s'appelle Jomini, qui consisterait à dire qu'on peut prendre une sorte de position docte avec une sorte d'intelligence entendue qui consisterait à dire il ne suffit que d'appliquer ce genre de préceptes pour remporter la victoire. Clausewitz va dire non, ça c'est pas possible. D'ailleurs, la pensée de Clausewitz, me semble-t-il, est déclenchée par un choc. Et le choc, c'est la défaite contre la France en 1806, qu'on retrouve bien dans un autre de ses écrits, Notes sur la Prusse de la grande catastrophe en 1806, parce que, en fait, dans cet écrit, Clausewitz va faire remarquer que pour lui, la défaite de la Prusse était inévitable, tellement elle est engoncée dans la mémoire des victoires du grand Frédéric ou de Frédéric l'Unique, sur lesquelles elle ne réfléchit plus du tout, mais qu'elle ne cesse qu'à presque répéter comme une sorte de perroquet, tant d'ailleurs dans les parades que dans les manœuvres. Et Clausewitz, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans la démarche d'un esprit conservateur, réactionnaire, et il va même complètement à l'encontre des pensées de l'époque. Il y a une sorte de courage intellectuel. Faut bien comprendre quand même, on est au début du XIXe siècle dans une société dont on a bien compris quand même qu'elle avait une certaine pesanteur en termes d'autorité et de légitimité. Donc il y a un choc. Et Clausewitz, qui va être l'un des principaux artisans des réformes de l'armée prussienne, comme Geneso ou Scharnost, faut bien entendre ce qu'on est en train de dire. Et donc, toute cette idée qui consiste à dire qu'on va pouvoir systématiser un système, va dire non. Ça c'est pas possible. Donc, en fait, il va plutôt chercher à en comprendre quelles sont les logiques principales, peut-être une sorte de définition, pour pouvoir mieux s'y adapter. Alors, évidemment, s'il fallait choisir, parmi tous les concepts qu'il nous propose, certains quand même sont très intéressants, pas dans le fait, encore une fois, qu'il faille les appliquer de façon systémique, mais dans le fait qu'ils ont toujours une importance dans une guerre ou dans un conflit, quel que soit le moment où on est amené à la vivre. D'abord, il y a le brouillard de guerre. Car pour Clausewitz, quel rapprochement avec Sun Tzu en termes d'information, je m'empresse de le préciser. Car pour Clausewitz, il faut déjà commencer par dissiper le brouillard de guerre dans lequel n'importe quel général ou n'importe quelle autorité est plongé. Ce qui montre bien d'ailleurs, vous allez voir, tous les concepts ne vont faire qu'abonder en ce sens, qu'il est particulièrement futile que de mettre en place une stratégie préprogrammée, parce que par définition, il faut déjà commencer par savoir quel est le monde qui nous environne. Il y a un deuxième point qui est intéressant, et dont me semble-t-il la traduction, c'est la friction. La friction, c'est le fait qu'une fois qu'on a préparé un plan, ce qui est quand même indispensable, dès que finalement on commence à l'appliquer, et là on voit bien toutes les logiques qui dépassent et de loin les seuls aspects militaires et qu'on pourrait mettre en place en termes de management ou de conduite d'entreprise. Voilà pourquoi Sun Tzu et Clausewitz sont enseignés à Harvard, je m'empresse de le dire. En réalité, Clausewitz dit, dans les frictions, il faut totalement accepter et admettre qu'à partir du moment où vous commencez à avoir la prétention que de rentrer dans le concret, votre plan tombe déjà pratiquement en désuétude parce que vous allez être confronté à des événements qui sont imprévisibles et imprévus auxquels il va falloir vous adapter. Donc déjà là, on sent que c'est des frictions qu'il va falloir intégrer. Il y a un troisième élément qui est très intéressant, c'est l'élément du grand capitaine. Et alors là, on voit bien qu'il a été marqué par Napoléon. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Clausewitz s'est remarqué, comment voulez-vous avoir une grille de lecture dogmatique face à quelqu'un qui a un tel génie militaire? Si vous faites ça, vous êtes condamné par avance à perdre. Car évidemment, le propre du génie militaire, c'est qu'il ne suivra pas les règles et qu'il sera imprévisible. Et le quatrième point, c'est la force de l'âme. Et là, on sent bien, ça c'est un point fondamental, sur lequel j'ai le sentiment beaucoup n'ont pas assez insisté, que en fait, Clausewitz comprend, si vous me permettez de reprendre ce titre qui était là aussi sorti des encyclopédies illustrées qu'on avait eu l'occasion d'évoquer sur la science de Frédéric II
de Lilian et Fred Funken, on sort du XVIIIe siècle de la guerre en dentelle, un peu comme à la bataille de Fontenoy. Messieurs les Anglais, veuillez tirer les premiers. Enfin, on est dans des guerres un peu qui nous sembleraient un peu surprenantes aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Clausewitz a compris que ces guerres-là, c'est fini, parce que en fait, l'âme révolutionnaire a porté jusqu'à l'enthousiasme, alors qu'avant, il fallait conditionner dans des drills le soldat, il fallait presque le dresser, mais que là, en fait, il a un courage, il a une dimension, une dynamique qui est bien supérieure, parce que non seulement il en arrive à l'enthousiasme, mais Clausewitz dit même, c'est intéressant, jusqu'au fanatisme. Et ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que c'est pas Clausewitz qui désire cela. Ça, c'est un vrai contresens. Mais Clausewitz fait remarquer que face à une guerre comme celle-là, il va falloir s'adapter. Mais c'est pas du tout la même chose, ça. Il va falloir s'y adapter. Ce qui nous amène d'ailleurs à une définition de la guerre qui, par la suite, nous permettra d'élargir la pensée. Pour Clausewitz, c'est révélateur, la guerre est un caméléon. Et la guerre est un caméléon parce que la guerre revêt un certain nombre de paramètres et d'éléments qui irriguent la guerre au moment des faits. Ce qui laisse déjà à penser que, pour dire clairement les choses, on peut se retrouver dans des situations très différentes, ce qui ne fait que justifier ce qu'on a dit sur sa pensée en amont. Et puis aussi, on a une sorte de trinité. Cette trinité, c'est qu'on a d'abord une guerre qui est violente par essence, au sens philosophique du terme, que cette guerre subit les aléas et les inconnus de la guerre et de la chance, mais que cette guerre devra toujours être conduite sous l'autorité de la politique. Et quand on entend bien ces trois paramètres, tout d'un coup, on se met à mieux comprendre quelle est l'interprétation qu'on pourrait faire de Clausewitz en des termes plus globaux qui seraient liés aux relations internationales et à la géopolitique. Alors justement, on le voit peut-être, vous avez synthétisé en 3 points, simplement, les interprétations sont multiples de Clausewitz. Pour vous, laquelle pourrait sortir du lot? Me semble-t-il, pour s'approcher le plus possible d'une interprétation objective de Clausewitz, il faut éviter un anachronisme qui serait produit par un a priori, et a priori qui nous conduirait à un contresens majeur. L'anachronisme qui est trop souvent fait, et me semble-t-il, c'est dommage parce que ça donne raison à ceux qui nous y poussent, ce serait d'inscrire la pensée de Clausewitz dans le fait qu'elle serait naturellement prolongée par le nazisme, qui s'en est targué, qui s'en est vanté, qui l'a revendiqué, et qui a voulu jusqu'à s'approprier la pensée de Clausewitz. Mais on ne manquera pas de faire remarquer que c'est quand même un immense paradoxe que de porter a posteriori une période qui est quand même très éloignée, car je rappelle ou je dis que Clausewitz a vécu de 1780 à 1831, et donc l'accuser que d'avoir ainsi autant été le vecteur d'une pensée qui naîtra un siècle plus tard, c'est quand même se baser sur des événements a posteriori pour nourrir un immense a priori, et a priori qui nous amène à un contresens majeur. Car maintenant, il faut reprendre la formule. La guerre n'est pas un phénomène indépendant, mais la continuation de la politique par d'autres moyens. Cette formulation est très importante, d'abord dans sa construction négative. Parce que si on écoute bien cette phrase, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la guerre est assujettie 2 fois à la politique. La guerre est une première fois assujettie à la politique, et ça, faut bien le comprendre. Parce que c'est le terme de continuation qui est pivot. Si la guerre est la continuation de la politique, c'est parce que dans l'esprit de Clausewitz, on doit avoir tout essayé avant. On doit avoir mis en place toutes les logiques possibles en termes de diplomatie, d'échange, peut-être un peu de pression, mais la guerre ne peut être que l'ultime moyen tel qu'on le met en place quand tous les autres ont échoué. Mais ça n'est pas du tout
la même chose, ça, ce qu'on est en train de dire. De même que, si la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens, pour gagner une guerre, encore faut-il avoir un objectif politique. La guerre n'existe pas par elle-même. La guerre n'est pas une sorte de fantasme projeté sur lui-même. Et là, il y a des exemples qui sont très étonnants. Parce que quand on reprend 2 interventions américaines en particulier, d'abord l'intervention au Vietnam entre 1954 et 1974, puis l'intervention en Afghanistan entre 2001 et 2021, le constat est simple. L'armée américaine multiplie les victoires. L'armée américaine ne remporte que des victoires. Ce qui n'empêche pas qu'à la fin, les Américains s'en vont. Mais pourquoi? Parce qu'en l'essence, ou en espèces, la guerre étant un caméléon, il faut adapter sa stratégie à la situation. Dans une guerre de contre-insurrection, ce qu'il faut, c'est gagner les cœurs, pas gagner les guerres. Et donc là, on a affaire à un contresens majeur. Parce qu'en réalité, il va falloir mettre fin à la guerre en ayant un objectif politique. Et là, on est en train de basculer, me semble-t-il, sur une perspective et une prospective qui montre à quel point Clausewitz est toujours d'actualité et qu'on peut effectivement le transporter avec nous sur des logiques encore plus globales. Parce qu'en réalité, à travers cette phrase, on comprend bien qu'il va falloir mettre fin à la guerre. Et que pour mettre fin à la guerre, il va falloir être raisonnable dans ses objectifs. Et là, quand on reprend Raymond Aron, et quand on reprend Bruno Colson, on voit bien quelle est la véritable portée de la pensée de Clausewitz. Parce que d'ailleurs, ne serait-ce que dans sa vie lui-même, ce qu'on pourrait faire remarquer, c'est qu'à la fin de l'épopée napoléonienne, c'est-à-dire jusqu'au bout, après la première abdication en 1814, puis la deuxième abdication en 1815, et le congrès de Vienne, étonnamment, Clausewitz s'insurge contre les conditions de paix qui sont infligées aux adversaires. Il les trouve beaucoup trop iniques et beaucoup trop dures. Parce qu'il fait remarquer d'ailleurs qu'en mettant des conditions aussi strictes que celles-là, nécessairement, on ne va pouvoir faire qu'une seule chose, c'est nourrir l'esprit de revanche, et donc nourrir la guerre dans sa continuité, et qu'on n'aura pas pu l'empêcher. Parce qu'en fait, c'est là où j'attire l'attention de ces auteurs. Il y a une chose qui est très étonnante dans la pensée de Clausewitz. Que nous dit-il? En aucun cas, la guerre n'est un but ultime par elle-même, car paradoxalement, le but de la guerre, c'est d'engendrer la paix. Clausewitz, pour penser la paix. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on peut prolonger la perspective dans l'histoire de la Prusse au XIXe siècle. Otto von Bismarck, dans la magnifique biographie que nous fait Lothar Gall, et dans le chapitre 8, qui s'intitule 1866, que remarque-t-on? On remarque qu'après la victoire contre l'Empire autrichien de François-Joseph, Bismarck est très, très, très mesuré dans ses revendications. Pourquoi? Mais parce qu'il ne veut pas du tout faire de l'Empire autrichien un ennemi éternel. Il pense déjà à la France. Donc il se montre assez conciliant. Et en fait, son esprit de conciliation est proportionnel à l'amplitude de la victoire de Königsgrätz que les armées prussiennes ont remportée. C'est ce qui fait d'ailleurs que les Autrichiens vont accepter de bonne grâce cette paix. Il y a une boutade, l'aspect un peu caustique de Bismarck étant trop sous-estimé, qui est assez intéressante dans Lothar Gall, car Bismarck dit « Il a fallu que j'aiguillonne ou que j'éperonne le roi de Prusse pour pouvoir déclencher la guerre, mais maintenant il faut que je l'arrête pour pouvoir arrêter celle-ci. » Donc ça c'est quand même assez extraordinaire. Mais là, évidemment, où il y a un exemple qui est encore plus parlant, me semble-t-il, c'est qu'en fait, on pourrait faire remarquer que ni Wilson, ni Lloyd George, ni Clemenceau n'ont dû lire Clausewitz. Sinon, nous ne serions pas arrivés aux traités de paix tels qu'ils les ont dessinés et qui ont été perçus comme des diktats par la population allemande à partir de 1919, sentiment qui va bien sûr nourrir
cette perspective de revanche. Et puis, il y a un dernier point, me semble-t-il, qui est important à souligner, c'est que Clausewitz est un réaliste. Mais un réaliste au sens où il veut avoir une approche concrète. Parfois, il ne sera pas compris par ses contemporains. Parce que ces contemporains qui sont pris dans des événements du XIXe siècle qui sont riches, les guerres napoléoniennes, les guerres révolutionnaires, le printemps des peuples en 1848, on voit bien, sont très prisonniers d'une grille de lecture politique, il ne faut pas dire idéologique, avant l'heure peut-être, si vous me permettez cette expression, où on a forcément, alors d'un côté, les forces démocratiques, les forces libérales, les forces d'insurrection, contre plutôt les forces aristocratiques, les forces théocratiques, les forces conservatrices, saviterniques. Et donc, en fait, on est dans un choix forcément qui serait l'un ou l'autre, suivant les aspirations profondes qu'on a. C'est pas du tout ce que Clausewitz nous dit. Clausewitz nous dit non. Il s'agit de comprendre concrètement et réellement quelles sont les forces, les dispositions et les objectifs de l'adversaire, car ainsi on pourra essayer de dessiner quelles sont les actions qu'il faut mettre en place, les stratégies qui sont nécessaires à articuler par rapport à ces actions, de même qu'il sera possible d'anticiper réellement quels sont les dangers qui nous menacent pour mieux y faire face par la suite. C'est d'autant plus intéressant qu'on revient toujours sur cette perspective. Il ne s'agit pas de faire la guerre pour détruire l'adversaire, il s'agit déjà de faire la guerre pour faire en sorte qu'on ne soit pas emporté par l'adversaire. Voilà, me semble-t-il, quelque chose qui est très important en cette période du XXIe siècle, où on a le sentiment que souvent, face aux événements en particulier récents, la plupart de nos contemporains s'empressent de juger une situation, non pas par rapport aux logiques objectives, mais par rapport à un sentiment a priori de préférence politique. La lecture de Clausewitz de ce point de vue-là me semble donc incontournable et essentielle. Vous nous avez dessiné un Clausewitz qui est plus nuancé, plus complexe que celui monolithique qui apparaît parfois. Maintenant, je vais vous demander quelque chose qui est impossible, de synthétiser l'enseignement de Clausewitz, peut-être en une ou deux phrases. Karl von Clausewitz. L'étendue, la portée de son enseignement est telle que tu en retiendras et tu pourras en appliquer ce que ta culture et ta connaissance initiale que tu as apporté à son œuvre te permettront d'en comprendre. Fabrice, je propose qu'on termine sur cette invitation à redevenir des lecteurs classiques, c'est-à-dire chargés d'un savoir et d'une connaissance qui nous permettent d'enrichir les textes que nous lisons. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.